Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer aux activités du Salon du livre de l'Outaouais. Je m'appelle Benoît Laflamme, je suis traducteur littéraire et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de m'entretenir avec une collègue traductrice littéraire, Émilie Laramé, qui est mise à Bonjour. l'honneur par le Salon du livre de l'Outaouais. Bonjour Émilie et félicitations. Merci, bonjour, bonjour. Avant de commencer l'entretien, je voulais juste rappeler à tout le monde que même si on est en virtuel, cette année, il est quand même possible de participer et de poser des questions dans le clavardage Facebook et sur YouTube. Les 5 dernières minutes de l'entretien vont être consacrées aux questions du public s'il y en a. Donc, Émilie, tu signes la traduction d'un recueil de science-fiction chez Triptyque qui s'intitule Rêves de drones et autres entropies, qui est un magnifique livre d'ailleurs, une très très belle couverture. Qui est un recueil de 13 nouvelles qui a de quoi rappeler les meilleurs épisodes, à mon sens, les meilleurs épisodes de la série Black Mirror, pour ceux qui connaissent. Avant qu'on se lance dans la traduction comme telle, est-ce que tu veux nous mettre un peu en contexte, nous parler de l'auteur, nous parler un peu du recueil, qui est Rich Larson, qu'est-ce qu'il a publié? Donc, si tu veux y aller. Oui, Rich, c'est un jeune auteur très prolifique et très, très, très talentueux qui fait surtout dans la nouvelle. Donc, il a publié, il n'y a pas encore 30 ans, il va l'avoir bientôt, mais il n'y a pas encore 30 ans, puis il a publié, je pense, pas moins de 200 nouvelles dans les meilleures revues américaines et canadiennes. Donc, il a puis c'est ça, il fait surtout dans la nouvelle, comme dans la forme courte, mais il a quand même publié un roman intitulé Annex en 2018, la même année où il a publié un recueil de ses nouvelles qui est Tomorrow Factory. Puis cet été, il va sortir un deuxième roman, Ymir, Y-M-I-R, qui est aussi un roman de science-fiction. Science-fiction. Il est très bon en science-fiction. Pour l'avoir lu, le recueil, ta traduction, mais je te dirais que la science-fiction souvent est lourde. Le poids de la science-fiction est lourde à cause de tous les classiques. Mais Rich est bon pour faire peut-être des accolades à ce qu'il y a avant, ce qui a été fait avant, mais aller ailleurs par la suite. On en parlera plus tard des espèces de clins d'œil qu'il fait. Mais en tout cas, c'est de la très très bonne science-fiction. Le Absolument. recueil, le recueil en français, avant qu'on se lance dans la traduction comme telle, le projet de traduction m'a semblé très, très intéressant. Pour mettre les gens en contexte un petit peu, en traduction littéraire, habituellement, c'est l'éditeur qui va choisir une œuvre à traduire, va acheter les droits, puis ensuite va se trouver un traducteur, va présenter le projet à un traducteur, puis de là continue le projet. Dans ton cas, à toi, en fait, c'est presque l'inverse. Le projet est commencé avec toi, presque de A à Z au complet. Est-ce que tu voudrais nous parler du projet de traduction parce que je trouve ça fascinant? Ben, c'est une longue histoire que je vais tenter de raccourcir. J'ai rencontré Rich en 2017. C'était pendant les Jeux de la traduction, on faisait tous les deux partie de la même équipe. Les Jeux de la traduction, c'est une compétition qui rassemble toutes les universités qui offrent des programmes de traduction. Puis pendant la fin de semaine des Jeux, Rich a dit si ça vous intéresse, il y a une de mes nouvelles qui est en ligne gratuitement si vous voulez aller la lire. Puis moi j'avais dit oui, ça m'intéresse, mais c'était juste comme ça. Puis ça m'a pris au moins un mois et demi avant d'aller lire la nouvelle. Puis quand je l'ai lu, j'ai fait ok, wow, c'est vraiment bon. Il y a vraiment du talent. Puis je lui ai proposé à partir de là je lui ai dit est-ce que tu aimerais ça que j'essaye de traduire une de tes nouvelles, voir si je suis capable de la faire publier parce que j'avais jamais fait ça. Mm-hmm. Puis il m'avait dit oui, tiens, je te donne 15 Minutes Hate. Qui a été publié finalement chez Brin d'Éternité en français. Puis là, il a commencé à m'envoyer des nouvelles au fur et à mesure qu'il les écrivait, en anglais, même avant que ce soit publié dans des revues anglophones. Puis moi, je mettais de côté celles que j'aimais. Puis c'est comme ça, puis j'en envoyais au fur et à mesure à des revues. Puis rendu en 2018, j'avais peut-être déjà 2 traductions publiées, puis il y en a une autre qui s'en venait. Il y en a eu une dans Solaris, puis une autre dans Brin d'Éternité. Puis je me dis, mon Dieu, ça va bien mes affaires. J'ai toutes ces autres nouvelles-là qui attendent d'être publiées dans des revues. Pourquoi je ferais pas un recueil avec ça, puis je le proposerais pas à une maison d'édition?
Puis j'ai profité de ma présence au Salon du Livre de Montréal en 2018 pour approcher un éditeur, puis lui faire ma proposition, dire je connais un auteur, il est vraiment, vraiment très, très, très bon. Le monde francophone mérite à le connaître, gagnerait beaucoup à le connaître. Puis d'ailleurs, vous avez peut-être lu quelques-unes de mes traductions dans Brin d'éternité puis dans Solaris. Et voilà, je vous donne tout ça. Puis finalement, ça n'a pas marché avec cet éditeur-là, qui me redirigé vers Triptyque, qui venait juste de partir sa collection avec le directeur littéraire Mathieu Villeneuve, Satellite, oui. Puis ils m'ont dit oui, on est intéressés. Mais ça a pris tout ce temps-là jusqu'en 2022 pour publier un recueil de Rich Larson dont je rêve depuis 2018. Oui, puis ça vaut la peine d'attendre parce que c'est un très bon recueil. Puis j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu rapidement de la couverture parce que c'est même toi qui as choisi la couverture qui est absolument magnifique. Puis je dois dire, ça fait longtemps que j'ai acheté un livre, que j'ai reçu un livre. Puis l'objet comme tel, la couverture est vraiment belle. J'espère que les gens sont capables de voir à la caméra. Est-ce que tu connaissais l'artiste? Comment s'est fait le choix? Je la connaissais pas du tout. En fait, c'est Mathieu qui m'a dit tu pourrais peut-être commencer à regarder pour des couvertures, le genre de trucs que t'aimerais, qu'est-ce que tu verrais sur sur la couverture. Puis c'est à force de faire des recherches sur Internet, on sait comment ça marche. Tu vas quelque part, je cherchais à un endroit dans des répertoires d'artistes puis de graphistes qui font des couvertures comme ça, puis ça m'a mené dans une autre direction, puis tu cherches robot, tu cherches ci, tu cherches ça, puis je suis tombée sur Katerina Belikova qui fait vraiment plein de belles choses. Puis cette couverture-là, que j'ai aussi, m'a parlé particulièrement parce que ça est représentative d'une des histoires, puis qui s'appelle Rêve de drone, qui est l'histoire d'une intelligence artificielle qui marche dans le corps, dans une espèce de mannequin, donc dans un corps un peu de robot, et qui boit de la bière dans l'histoire juste pour se sentir un peu plus humain, pour faire comme s'il était humain. Donc c'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai trouvé cette couverture-là, mais vraiment est très, très, très représentative du recueil. Absolument. Je sais aussi que Rich a été traduit en France dans un autre recueil qui contient certaines des traductions, et donc il y a comme un chevauchement entre les deux. Est-ce que tu as lu les autres traductions qui ont été faites avant de faire la tienne? Non. Non, ben d'abord parce que les traductions, les histoires qui est dans le recueil étaient déjà traduites quand je les ai proposées en 2018 à la maison d'édition. Donc puis il y a aussi que je voulais pas me laisser influencer après ça quand je les ai retravaillés. Donc je les ai pas lus, mais c'est sûr que ça m'intéresserait de voir comment Pierre-Paul Durestanti a traduit certaines des histoires qui se recoupent. Je pense qu'il y en a 5 ou 6, parce que c'est toujours intéressant de voir comment quelqu'un d'autre a interprété l'histoire, comment quelqu'un d'autre s'est laissé influencer par sa propre histoire, par ses influences culturelles, juste par le lectorat comme tel, parce que lui, il l'a traduit pour la France, donc c'est pas du tout les mêmes références qu'on a. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais non, je les ai pas lus encore. Ouais, puis même s'il y a du chevauchement dans la traduction comme telle, une des premières choses qu'on remarque quand on lit ta traduction à toi, c'est les dialogues qui sont en français québécois ou canadien, peu importe, mais qui est une langue qui est la nôtre, ce qui est quelque chose qu'on retrouvera certainement pas dans la traduction qui a été faite en Europe. C'est rare qu'on voit de la traduction. En traduction, c'est rare qu'on fait le saut avec une langue qui est géographiquement placée, disons, tu sais, si c'est un livre qui se passe à Montréal, c'est facile de faire le choix, mais là, on est dans l'espace, on est dans un monde post-apocalyptique, puis on a une langue qui est quand même la nôtre. Quand les gens, il y a une explosion, ils disent pas ah zut ou quoi que ce soit, c'est plus des explétifs que on est en plein milieu de l'après-midi, donc je les dirai pas, mais c'est beau à voir, puis je voulais t'entendre là-dessus sur cette langue-là qui est comment s'est fait le choix, est-ce que c'est arrivé tôt dans le projet de traduction, comment ça s'est articulé? Ça c'est pas arrivé tôt. C'était une des décisions de Mathieu. Donc c'est une décision de Triptyque d'y aller avec un texte, une traduction québécoise assumée, disons, parce qu'il existait déjà à ce moment-là le recueil du Bélial qui a été publié en 2020.
Puis on a dit on publie ça ici, donc on va s'assumer en tant que Québécois et on va utiliser des sacres et des trucs comme ça. Puis il a vraiment fallu que je retravaille beaucoup les textes parce que c'était pas facile pour moi. Ça me venait pas nécessairement naturellement parce que je trouve qu'il y a un écart entre la narration puis après ça avec les sacres, je trouvais que il y avait quelque chose qui faisait un petit peu artificiel, donc il a vraiment fallu que je retravaille pas mal les textes de ce côté-là, les dialogues surtout. Puis on a eu des échanges pratiquement jusqu'à la dernière minute à ce sujet-là, jusqu'aux dernières révisions. Il y avait toujours quelque chose que je trouvais qui accrochait, puis je voulais pas que ça ait l'air qu'on avait plugué des sacres juste pour que ça fasse un petit peu plus terroir, puis que ça soit pas naturel, qu'on sente pas que c'était ce que le personnage allait dire naturellement. Ouais. Donc c'est ça, il a fallu que je travaille fort, puis il a fallu que je m'arrange pour que ça sonne naturel dans les dialogues. Oui, c'est naturel. C'est vrai vu qu'on n'est pas habitué de le voir, c'est vrai qu'il y a une marche entre la narration et la voix des personnages, mais le français que tu utilises dans la narration est pas détaché non plus. Non, mais je traduis en français. Je suis québécoise. Je veux dire, je sais, j'ai le cadre du français pour me guider, mais il demeure que je vais quand même traduire en québécois parce que c'est ce que je connais. Puis c'est même si c'est du français correct, je veux dire, on peut pas enlever la québécoise de la traductrice. Je peux juste traduire en français québécois jusqu'à un certain point. Et la marche, l'espace entre les deux semble gros parce que quand on lit dans sa tête, on n'entend pas notre propre accent. Mais si je faisais la lecture d'un des extraits, puis on passait narration ensuite le dialogue, mon accent change pas. La narration qui est en français plus correct, disons, c'est quand même du français qui est canadien. C'est vrai. C'est juste qu'il n'y a pas des sacres dans la narration, mais sinon, ça file bien. En tout cas, c'était beau à voir. Tant mieux. Félicitations. Un autre truc à propos qui était propre, en fait, au recueil et de la science-fiction, c'est le nombre de néologismes qu'on rencontre, qui doivent être assez difficiles à traduire. Je vais en donner quelques-uns là, pour que les gens aient une idée. Tu parles de gratuibus, instabéton, caméreuil, filacam, intellimine, biovaisseau. Comment est-ce qu'on tranche en français, comment va se dire cette réalité qui n'existe pas, qui est inventée de toutes pièces? Comment est-ce qu'on traduit un néologisme? Excellente question. Il y en a qui viennent super facilement. Donc, il y en a qui s'imposent pratiquement d'eux-mêmes comme justement gratuibus. Je pense qu'en anglais, c'était free bus. Puis gratuibus, je trouvais que c'était assez clair ce que ça voulait dire. C'est le bus gratuit. Donc, dans le futur, ça coûte rien prendre l'autobus. Pour Instabéton, c'était Instablock en anglais, puis je trouvais que bloc, ça faisait un petit peu trop bloc jouet, que ça évoquait pas assez le matériau de construction, parce que c'est une maison qui est construite en instabéton. Donc j'ai choisi béton pour que ce soit plus matériau de construction. Donc ce que je fais, c'est je regarde comment le mot a été construit en anglais. Je comprends ce qu'il évoque, et puis je me demande pourquoi c'est aussi évocateur en anglais, puis quels mots est-ce que je pourrais mettre ensemble et ou trouver pour que ce soit aussi efficace en français. Des fois, c'est ça. Je peux juste copier la façon dont le mot a été formé en anglais, mais d'autres fois où c'est un peu moins évident. Je peux donner comme exemple First Lifer, qui est dans une soirée en compagnie de Severin Grimes, donc qui fait référence à une personne, une personne qui n'a jamais vécu dans un autre corps que le sien. Donc c'est une personne qui est née, puis c'est son premier corps. Puis j'ai joué avec premier vivant, primi-vivant, univivant, mais je trouvais que c'était pas tout à fait ça, parce que dans le First Lifer, l'accent est plus sur le first, donc c'est la première fois. Puis vivant, c'est pas vraiment ça, parce que lifer, il y a une espèce de connotation un peu carcérale, qui fait que t'es pris pour la vie
dans quelque chose ou de quelque chose de une notion de quelqu'un qui fait un travail pour le restant de ses jours, mais qui l'aime pas vraiment. Ouais. Donc, j'ai fait, je pense que c'est là que la religion a joué un rôle. J'ai pensé à l'incarnation et j'ai utilisé le mot prime incarné. Donc, le corps, la viande, la première fois que t'es dedans, puis c'est à ça que je suis arrivée, puis je trouvais que ça parlait assez pour qu'on comprenne c'était quoi. Puis, il faut pas oublier que autour de ça, il y a un contexte. Donc, on sait de quoi on parle dans l'histoire et on sait à quoi ça fait référence à cause de tout ce qu'il y a autour. Mais ça touche presque au marketing un petit peu parce que Rich, quand il parle des First Lifers, il va pas expliquer tant que ça. Non. On comprend ce que ça veut dire par le mot lui-même, puis un peu, comme tu dis, le contexte. Mais c'est ça, quand tu le recrées en français, il faut que tu aies un cerveau de quelqu'un qui vend un produit, dans le fond, que quand tu le vois, tu comprends immédiatement c'est quoi. On en a un petit peu parlé, on vient juste d'en parler, en fait, mais le recueil passe beaucoup de genres dans les 13 nouvelles. Il va passer de quelque chose qui touche un peu au roman policier, quelque chose qui touche à l'horreur, on a des histoires d'espionnage, on a même des histoires d'amour. Est-ce que ça a été difficile pour toi de passer d'une histoire à l'autre, comme ça, de sauter d'un contexte à l'autre, parce qu'il y a des récits qui se passent dans un avenir tout près, alors que d'autres, c'est dans du post-apocalyptique, dans des siècles d'ici. Comment est-ce qu'on fait ça, se déplacer d'une histoire à l'autre comme ça au fil du Super facilement. J'aime ça. C'est pas difficile pour moi. C'est le genre de truc que j'aime. Je trouve que c'est un beau défi de chaque fois rebâtir un univers de zéro en français pour transmettre ce qui était en anglais. Dans une nouvelle, quand tu arrives dans une nouvelle, tout doit être là déjà parce que les mots, c'est court, les mots sont comptés, donc t'as pas le temps de prendre le lecteur par la main pour lui expliquer, ok, bon, mais là la montagne était là, puis le village était juste à côté de la montagne, puis là, on rentre dans la maison, puis le salon était comme ça, puis il y avait telle affaire sur les bibelots, puis comme frigidaire est là. T'as pas le temps de tout lui expliquer, il faut qu'il arrive dans l'histoire. À un moment de la vie du personnage, puis qu'ils comprennent à ce moment-là qu'est-ce qui vient avant dans la vie du personnage, c'est quoi son historique, c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses qualités, qu'est-ce qui compte pour lui, puis comment ça pourrait influencer la suite des choses. Donc, je trouve que c'est un super beau défi d'arriver à trouver des mots aussi efficaces en français qu'ils le sont en anglais pour être capable de faire comprendre au lecteur tout cet univers-là auquel il a accès de manière privilégiée dans la vie du personnage, que lui, il y a une vie avant, il y a une vie après, puis lui, il arrive là, puis on comprend tout. Des fois, on comprend pas tout, par contre. Des fois, on comprend pas tout de suite. Justement, est-ce qu'il y a des moments où il a fallu que tu parles avec Rich pour dire, là, je comprends pas c'est quoi la référence, où est-ce qu'il y a des moments où il a fallu que tu aies confirmé avec lui? Oui, mais juste pour des petits détails, pas nécessairement pour les histoires, mais comme pour la première nouvelle, les 15 minutes de la haine que j'ai traduite, je comprenais pas trop la fin. Je comprenais pas pourquoi ça finissait comme ça. Je trouvais que c'était un peu en queue de poisson. Puis il m'a expliqué pourquoi, puis je le dirai pas maintenant pour garder la surprise. Ben oui. Puis j'ai aussi retravaillé un peu cette histoire-là pour que ce soit un peu plus clair pourquoi ça finit comme ça. Mais oui, il y a certains trucs. J'ai eu besoin qu'il me les explique parce que je comprenais pas exactement où est-ce qu'il voulait en venir. Mais c'est l'avantage d'avoir accès à l'auteur, c'est d'avoir accès à des explications comme ça. Est-ce que, parlons de la relation avec l'auteur, est-ce qu'il est capable de lire ta traduction? Est-ce qu'il a lu ta traduction? Comment ça s'est passé, le travail avec lui? Je sais pas s'il a lu ma traduction, mais il se débrouille bien en français, donc il comprend bien le français. Donc moi, je lui envoyais les textes pour qu'il me dise si je m'étais plantée quelque part complètement. Donc il comprend assez bien pour voir si je suis complètement à côté de la track ou si oui, ça va. Mais ouais, oui. Je veux dire, je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, ça change. Des fois, dans mon cas, j'ai des auteurs qui comprennent pas le français absolument, donc ils sont très reculés, disons. C'est-à-dire, ils font confiance. Tant quand ils sont capables de comprendre le français, des fois, ça crée pas des tensions, mais ça change la manière dont on traduit parce qu'on sait que la personne va être capable de lire la traduction pour voir quel changement ça peut opérer.
ça peut mettre un certain stress sur comme je veux qu'il trouve ça bon, puis je veux qu'il voit que j'ai bien reproduit ce qu'il voulait dire, mais je pense que je me stressais pour rien là, la plupart du temps. Il clarifiait certaines choses, puis mais il a jamais relevé des trucs qui étaient vraiment complètement à côté de la plaque. Moi, j'en ai relevé par la suite. Comme je voyais que dans ma traduction, c'était comme pas tout à fait ça, ou c'était complètement pas ça, puis que j'ai pu rattraper par la suite. Là. Mais ça, c'est comme au début, quand tu retravailles les textes. Est-ce qu'il y a beaucoup, j'en ai parlé en introduction, il y a beaucoup de références aux classiques de la littérature et de films en science-fiction. Je pense à Men in Black, je pense à Snowpiercer, Do Androids Dream of Electric Sheep, Alien, La Matrice. C'est tout le temps des clins d'œil, mais Rich s'en va dans l'autre direction. Il va faire un clin d'œil avec Men in Black, avec des technologies qu'on comprend. Il sort le petit truc qui fait effacer la mémoire, mais il s'en va dans une autre direction ensuite. Comment ça s'est passé de jongler avec toute cette toile d'arrière-fond de classiques de la science-fiction? Mais en fait, il n'y a pas juste des classiques de la science-fiction, il y a des classiques de la littérature générale aussi, puis du cinéma de répertoire. Je veux dire, il y a plein de petits clins d'œil, puis je pense que la seule façon que j'ai pu jongler avec ça, c'est en les connaissant ou en les connaissant pas. Parce que sinon, il aurait fallu que je fasse une recherche sur chaque phrase. Ah oui, est-ce que ça fait référence à telle affaire, ou est-ce que ça fait référence à quelque chose? Comme tu vois la référence à Men in Black, j'ai vu Men in Black, puis je l'ai raté complètement. C'est Mathieu Villeneuve, quand il faisait la comparaison du français et de l'anglais, qui me dit « Ah, tu sais, cette référence-là, Men in Black, ce serait le fun de la garder, tu sais, un petit clin d'œil. » Puis j'ai fait « Ah, ben oui, on va faire ça. » J'étais pas passée à côté pantoute. Mais ouais, il y a plein. Je pourrais t'en nommer plein. Il y a des références à George Orwell en 1984. Justement, les 15 minutes de la haine, ça fait référence aux 2 minutes de la haine qu'il y a dans 1984, mais à la sauce les 15 minutes de gloire qui sont c'est pas très glorieuses. Il y a des références à l'auteur de Moby Dick, Melville, dans Rêve de drone. Il y a même des répliques que John, l'intelligence artificielle, dit aux policiers qui sont tirés de Bartleby, le scribe. Donc, puis que j'ai repris textuellement, j'ai repris la traduction textuelle dans le texte, dans la traduction de Rêve de drone. Il y a Snowpiercer. Snowpiercer, ça c'est un drôle d'exemple parce que oui, Circuit fait penser à Snowpiercer, mais Rich connaît pas Snowpiercer. Connaissait pas la BD, puis j'ai demandé, parce que moi je suis une fan de Snowpiercer en ce moment, je regarde ça religieusement le mardi soir, puis je lui ai demandé, connaissais-tu Snowpiercer? Puis il m'a dit non, j'ai eu l'idée en jouant à Mario Kart. Dans un des niveaux, il y a un désert, il y a un train, puis ça fait un peu post-apocalyptique, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Puis l'idée, c'est Circuit, c'est la nouvelle inédite qu'il y avait dans Tomorrow Factory, donc elle n'avait pas été publiée ailleurs. Il y a Death of an Air Salesman qui est mort d'un commis, la référence à Mort d'un commis voyageur de Arthur Miller, que j'ai traduit par La petite marchande d'air. Donc, c'est plus loin, mais j'ai fait une référence au conte La petite fille aux allumettes et La petite marchande. Excellente adaptation, en fait, pour ça. Merci. Ça m'apporte, en fait, à ma prochaine question. Je voulais savoir, parce que quand on parle aux traducteurs, on leur demande souvent qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été ardu, c'est quoi étaient les problèmes. Mais j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce qui a été agréable à traduire. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as été particulièrement fier? Moi, j'ai quelques exemples de moments où j'avais envie de sortir mes confettis quand je te lisais, mais je voulais t'entendre. Est-ce qu'il y a des moments, tu sais, je te passe le micro pour que tu nous parles des moments où tu étais comme « Ah ouais, j'ai bien fait ça ». Ah ben ouais, mais il y a mes traductions des drogues en fait que j'aime bien. Il y a c'est dans une soirée en compagnie de Seven Grimes, on parle de la drogue Dozer en anglais, qui est une drogue qui permet à celui qui la prend de tomber en sommeil paradoxal. Mais Dozer, ça veut pas dire grand-chose en français, fait que j'ai traduit ça par somnol. Donc, somnol qui évoque le sommeil, la somnolence, avec ol qui est comme une terminaison, un suffixe qu'on voit souvent dans les médicaments. Même chose avec captivant, qui fait
penser à Ativan. C'est Chempliance en anglais. Okay, puis c'est dans de viande, de sel et d'étincelles. Donc c'est une drogue qui rend plus malléable les personnes à qui on la donne, à qui on peut faire ce qu'on veut. Mais Chempliance, ça parle pas beaucoup parce que c'est une référence à compliance. Donc j'ai traduit ça par captivant. Donc on captive la personne est captivée, puis avec attivant, c'est ça. Exactement. Donc il y a ça aussi dont je suis particulièrement, j'étais contente quand je les ai trouvés, ceux-là. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Moi, j'ai pris en note en anglais, parce que j'en ai quelques-unes en anglais, pas tous, là, mais celle avec Peux-tu surveiller mes affaires, ça se termine avec une chanson en anglais qui est Tom Jones, It's Not Unusual. Puis en français, tu l'as changé pour Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Oui. Que j'ai trouvé très bon, parce que je sais pas si tu le savais, mais c'est aussi la chanson thème qui est reprise dans Inception encore et encore. Mais donc, tu vois, j'ai vu Inception, puis je m'en souviens pas de ça. C'était la chanson qui est comme coupée, puis enfin, on rentre pas dans Inception parce qu'on va en parler pendant 3 heures, mais j'ai trouvé que tu as rajouté en plus dans la toile de fond des clins d'œil à la science-fiction avec cette chanson-là, en plus de faire une adaptation qui cadre avec l'univers francophone. Les références culturelles qu'on a en tant que francophone, oui. Je pense que sinon, ça aurait pas fonctionné si j'avais gardé Tom Jones. Ça aurait pas fonctionné avec le reste. Donc, c'est une autre chose dont je suis assez fière d'avoir trouvé ça. Puis en plus, par la bande, que je savais même pas que ça faisait référence à Inception. Donc, c'est bien. Il y a l'autre chanson aussi. Il y a une chanson dans une soirée en compagnie de Severin Grimes où c'est du rap contestataire. Donc, j'ai dû sortir... je sais pas qu'est-ce que j'ai dû sortir en moi, là, mais la rappeuse contestataire en moi. Puis ça, j'étais quand même assez contente de ce que j'avais fait avec ça. Le temps est presque terminé. Je te poserai comme dernière question. Est-ce que tu as d'autres projets en cours de traduction qui s'en viennent? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, je suis en train de traduire un autre roman de science-fiction, donc d'anticipation, ça veut dire qui s'en vient de la science-fiction dans l'avenir très rapproché. C'est un livre de Suji Sokol qui s'intitule Cycling to Asylum. Donc, qui devrait sortir soit, je pense, ça va être cet été. Donc, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Puis ça, c'est différent que de traduire des nouvelles, je dois dire. C'est plus un marathon qu'un sprint qu'on traduit. Oui, puis au moins ça change parce que là tu vas garder tes personnages. J'ai pas lu le livre, mais j'imagine que tu gardes tes personnages plus longtemps que 10 ou 15 pages. Oui, mais tu vois ça, j'ai trouvé ça difficile parce que le personnage se révèle pendant plus de temps, donc j'ai moins la chance de comprendre tout de suite qui il est vraiment. Donc c'est une chose à laquelle j'ai dû m'adapter, c'était de redécouvrir ou découvrir le personnage pendant plus longtemps pour pouvoir m'assurer que je lui donne la bonne voix, que je le fais parler comme il devrait parler. Je veux dire, c'est du point de vue de 4 personnes différentes, dont un enfant de 9 ans, une adolescente de 12 ans, puis leurs parents. Puis c'est pas facile de faire parler un enfant de 9 ans puis qui est doué, ou une adolescente de 12 ans dans le futur, comment ils parlent les jeunes dans le futur. Des beaux défis. Peut-être qu'on en reparlera l'an prochain après, quand ton livre va être sorti. Avec plaisir. Oui. Je rappelle à tout le monde, Émilie Laramé, tu signes la traduction de Rêves de drone et autres entreprises. Magnifique traduction, magnifique couverture. Comme je le mentionnais en introduction, si vous avez aimé Black Mirror, vous allez adorer le recueil. C'est de l'excellente science-fiction, très intelligente et aussi très bien traduite par Émilie. Merci pour l'entretien aujourd'hui, Émilie. Merci à toi. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez bookiner en ligne sur le site web du Salon du Livre ou aller à votre librairie de quartier. Restez en ligne. La prochaine activité, c'est avec une autre Émilie, l'autrice Émilie Ouellette, qui nous parle de la série L'après et de l'écriture comme moyen de passer à travers des moments difficiles. Merci encore, Émilie. Merci à toi. Salut. Bye.